Dans les couloirs dorés de Versailles, où les miroirs reflétaient autant de mensonges que de visages poudrés, une odeur sucrée masquait l'amertume de l'arsenic. L'année 1679 marquait l'apogée d'une époque où l'amour se mesurait en grains de poudre blanche et où la mort se servait dans des coupes de cristal de Bohême. Marie-Marguerite d'Allègre, marquise de Montespan, serrait entre ses doigts bagués une fiole de verre sombre, son contenu promettant l'éternité à ceux qui osèrent la défier. Son cœur battait au rythme des incantations murmurées dans les caves humides de Paris, là où la sorcière Catherine Deschayes, dite la Voisin, orchestrait des messes noires sous les regards affamés de Satan lui-même. Le roi Louis XIV, dans son ignorance dorée, caressait les cheveux de sa maîtresse sans savoir que ses mêmes mains avaient versé des larmes de mercure dans le vin de ses rivales. Versailles respirait le parfum de la bergamote et exhalait les vapeurs de la belladone, créant une symphonie mortelle où chaque note portait un nom, chaque silence une tombe. Sous les lustres de cristal qui projetaient 1000 étoiles sur les parquets cirés, les dames de la cour échangeaient plus que des ragots. Elles négociaient des vies. Un sourire complice valait une dose de sublimé corrosif. Un regard entendu signifiait un contrat avec l'au-delà. Les jardins de Lenôtre cachaient dans leur géométrie parfaite les secrets les plus noirs de l'aristocratie française. Chaque bosquet taillé dissimulait les murmures de conspiratrices, chaque fontaine lavait le sang invisible des crimes commis au nom de la passion et de l'ambition. Catherine Deschayes comptait ses pièces d'or, tandis que ses chaudrons bouillonnaient d'herbes maudites et de chair de nouveau-né. Ses clients, parés de soie et de dentelle, venaient chercher dans sa demeure malsaine ce que leur confesseur leur refusait, le droit de tuer sans salir leurs âmes immaculées. L'affaire des poisons allait révéler au grand jour ce que la noblesse française dissimulait derrière ses éventails et ses révérences, une soif de sang qui rivalisait avec celle des loups de la forêt de Compiègne, une cruauté raffinée qui transformait chaque souper en dernière scène. Gabriel Nicolas de la Reynie, lieutenant général de police, sentait déjà que cette enquête le mènerait aux portes de l'enfer, là où les anges gardiens refusaient de le suivre. Car dans cette France du grand siècle, le mal portait perruque poudrée et se parfumait à l'eau de rose. Mes chers auditeurs de l'ombre, préparez-vous à plonger dans les méandres les plus sombres de l'histoire française, là où la grandeur du roi Soleil projetait des ombres si noires qu'elles en devenaient tangibles. L'affaire des poisons de 1679 à 1682 reste l'un des scandales les plus terrifiants de l'Ancien Régime, un abîme de corruption où la noblesse française révéla sa véritable nature, celle de prédateurs assoiffés de pouvoir et de vengeance. Imaginez Versailles non plus comme ce château féerique que l'histoire nous a légué, mais comme un labyrinthe mortel où chaque couloir menait à un nouveau crime, où chaque salon résonnait des derniers râles de victimes empoisonnées. Cette cour, que l'on croyait civilisée, cachait en réalité des mœurs dignes des plus sombres légendes païennes. Notre récit vous transportera dans un monde où l'amour se conjuguait avec la mort, où les femmes de l'aristocratie transformaient leurs boudoirs en laboratoires alchimiques, distillant la haine en potions létales. Vous découvrirez comment Madame de Montespan, l'amante toute-puissante de Louis XIV, sombra dans les pratiques les plus abjectes pour conserver l'amour d'un roi volage. Cette histoire n'est pas celle que l'on enseigne dans les manuels scolaires, c'est celle qui se murmure encore dans les couloirs secrets de Versailles, celle qui fait trembler les guides touristiques lorsque tombe la nuit sur le château abandonné. Avant de nous enfoncer ensemble dans ces ténèbres historiques, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne des mystères oubliés. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos descentes aux enfers historiques. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville, de quel pays vous nous rejoignez dans cette exploration de l'âme humaine. Et si cette histoire vous glace le sang autant qu'elle nous passionne, offrez-lui un pouce levé pour que d'autres âmes courageuses puissent la découvrir. Paris,
en cette année maudite de 1667, puait la mort bien avant que les premiers cadavres ne jonchent les ruelles pavées de la capitale. Dans le faubourg Saint-Germain, une femme au visage buriné par les flammes de l'enfer terrestre comptait ses pièces d'argent, tandis qu'une cliente aristocrate, le visage dissimulé sous un voile de deuil, repartait avec un sachet de poudre blanche serré contre son sein. Catherine des Chayes, que le peuple avait surnommée la Voisin, régnait sur un empire invisible mais mortel. Sa demeure de la rue Beauregard ressemblait à une apothicairerie du diable. Des bocaux remplis de substances innommables s'alignaient sur des étagères branlantes, tandis que des grimoires aux pages cornées révélaient les secrets les plus noirs de l'art d'empoisonner. Cette femme, mère de 4 enfants qu'elle négligeait pour mieux servir ses clients fortunés, avait découvert dans le commerce de la mort une source de revenus bien plus lucrative que la lecture de l'avenir dans les cartes. Son talent ne résidait pas dans la divination, mais dans sa capacité à transformer les désirs de vengeance en réalité tangible et définitive. Les nobles dames qui franchissaient son seuil ne venaient plus consulter les astres, mais acheter des étoiles filantes empoisonnées. Madame de Poulaillon avait été sa première cliente d'importance, lui commandant une mixture capable d'éliminer son époux en mimant les symptômes d'une fièvre maligne. Le succès de cette première commande avait ouvert les vannes d'un commerce florissant. La Voisin ne travaillait pas seule dans cette entreprise diabolique. Elle s'était entourée d'une véritable cour des miracles, composée d'apothicaires véreux, de sorcières déchues et d'alchimistes ratés. Chacun apportait sa spécialité. Marie Bosse excellait dans les poisons lents. Françoise Filastre maîtrisait l'art des substances indétectables, tandis que le sage, un prêtre défroqué, célébrait des messes noires sur des nouveau-nés sacrifiés. Leur laboratoire secret se trouvait dans les caves humides de Vincennes, là où l'odeur de soufre se mêlait aux effluves de putréfaction. Sur des tables de marbre noir, elles mélangeaient l'arsenic avec l'antimoine, le mercure avec la belladone, créant des cocktails mortels aux noms poétiques, larmes d'ange, souffle de paradis, baiser éternel. Les commandes affluaient de toute la France. Les épouses malheureuses voulaient se débarrasser de maris violents. Les maîtresses éconduites rêvaient d'éliminer leurs rivales. Les héritiers impatients souhaitaient accélérer leur accession aux fortunes familiales. Chaque poison était adapté à la situation. Rapide pour les crimes passionnels, lent pour les héritages, indolore pour préserver les apparences. La clientèle de la Voisin lisait comme un annuaire de la noblesse française. La marquise de Brinvilliers lui avait acheté de quoi tester ses mélanges sur les pauvres des hôpitaux avant de s'attaquer à sa propre famille. La comtesse de Soissons commandait régulièrement des poudres de succession pour éliminer les obstacles à ses ambitions politiques. Mais le chef-d'œuvre de cette organisation criminelle restait la poudre d'héritage, un mélange d'arsenic et de diamants pilés qui provoquait des hémorragies internes impossibles à diagnostiquer. Cette création diabolique permettait d'éliminer une victime en simulant parfaitement une rupture d'anévrisme, garantissant l'impunité totale à ses utilisatrices. Les tarifs pratiqués par cette mafia empoisonneuse défrayaient toute concurrence. 1000 livres pour un mari gênant, 500 pour une belle-mère acariâtre, 2000 pour un rival politique. Les paiements s'effectuaient en or sonnant et trébuchant, car ces dames de qualité préféraient éviter les traces écrites de leurs transactions mortelles. La discrétion était la règle absolue de cette confrérie maudite. Les rendez-vous se prenaient par l'intermédiaire de servantes complices, les livraisons s'effectuaient dans des églises désaffectées, les paiements transitaient par des changeurs complaisants. Tout était organisé pour que jamais un lien direct ne puisse être établi entre les empoisonneuses et leurs clientes. L'efficacité de leur système reposait sur une corruption généralisée qui gangrénait tous les niveaux de la société. Des médecins complaisants signaient des certificats de décès mensongers. Des apothicaires fermèrent les yeux sur les achats suspects. Des commissaires de police acceptaient les pots de vin pour classer les affaires sans suite.
Cette industrie de la mort prospérait dans l'ombre de Versailles, nourrie par les frustrations et les ambitions contrariées d'une noblesse oisive et corrompue. Chaque bal masqué cachait de nouvelles conspirations. Chaque souper mondain se transformait en séance de recrutement pour de nouvelles clientes assoiffées de vengeance. La réputation de Lavoisin dépassait même les frontières du royaume. Des empoisonneuses italiennes venaient étudier ses méthodes, des sorcières allemandes lui commandaient ses formules secrètes, des nobles espagnols faisaient appel à ses services pour régler leurs différends familiaux. Paris était devenue la capitale européenne du crime organisé aristocratique. Pourtant, dans cette orchestration parfaite du mal, un détail allait provoquer la chute de tout l'édifice criminel, l'arrestation fortuite de Marie Bosse, surprise en flagrant délit de vente de poison à un mouchard de la police. Cette arrestation, apparemment banale, allait déclencher une enquête qui révélerait l'ampleur terrifiante de cette toile d'araignée empoisonnée, tissée au cœur même du pouvoir royal. Au sommet de cette pyramide de corruption et de mort trônait une femme dont la beauté égalait la noirceur de l'âme. Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, maîtresse officielle du roi Soleil et mère de plusieurs de ses bâtards légitimés. Son ascension vers les sommets du pouvoir s'était construite sur un chemin pavé de cadavres et arrosé du sang de ses rivales. Madame de Montespan n'était pas devenue la favorite royale par hasard ou par charme naturel. Dès 1667, alors qu'elle n'était encore qu'une dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse, elle avait compris que l'amour d'un roi ne se conquérait pas seulement avec des œillades et des décolletés plongeants. Il fallait éliminer la concurrence par tous les moyens nécessaires. Sa première victime avait été Louise de la Vallière, la précédente maîtresse de Louis XIV, une jeune femme pieuse et sincère qui avait eu le malheur de conserver trop longtemps l'affection du monarque. Madame de Montespan avait commencé par répandre des rumeurs sur sa prétendue liaison avec un officier des gardes, puis avait glissé dans son chocolat du matin des doses infinitésimales de mercure qui avaient progressivement altéré sa beauté et sa santé mentale. L'art de Madame de Montespan consistait à ne jamais tuer directement ses rivales, mais à les détruire lentement, méthodiquement, jusqu'à ce qu'elles perdent toute séduction aux yeux du roi. Elle préférait les poisons qui attaquaient la beauté, des acides dilués qui ternissaient le teint, des substances qui faisaient tomber les cheveux, des mixtures qui déformaient les traits ou provoquaient des éruptions cutanées repoussantes. Pour entretenir son propre charme et s'assurer la fidélité du roi, elle n'hésitait pas à recourir au service de Lavoisin et de ses complices. Dans les appartements secrets qu'elle louait rue de la Corderie, elle participait à des cérémonies sataniques où son corps nu servait d'autel pour des messes noires dédiées au diable. Le prêtre défroqué Étienne Guibourg officiait ces rituels en égorgeant des nouveau-nés sur son ventre, leur sang se mêlant aux prières blasphématoires récitées pour maintenir l'amour de Louis XIV. Ces messes noires n'étaient pas de simples superstitions d'une époque révolue. Madame de Montespan y croyait fermement et payait des fortunes pour que Satan lui-même garantisse sa position à la cour. Elle buvait des filtres d'amour préparés avec du sang menstruel et des excréments d'enfants, se faisait oindre avec des huiles consacrées dans des cimetières profanés, portait des amulettes confectionnées avec des ossements de sorcières brûlées. Son appartement du château de Versailles dissimulait un véritable laboratoire alchimique derrière des boiseries dorées. Des alambics miniatures distillaient des essences mortelles, des mortiers en marbre noir broyaient des substances interdites, des grimoires reliés en peau humaine révélaient les secrets de l'empoisonnement parfait. Ces femmes de chambre, initiées à ces pratiques diaboliques, servaient d'assistantes dans la préparation de ces crimes. La marquise avait développé sa propre gamme de poisons personnalisés, adaptés aux spécificités de la vie de cour. La poudre de galanterie provoquait des symptômes ressemblant à la vérole, déshonorant définitivement ses victimes. Le parfum de Vénus contenait des vapeurs d'arsenic qui, inhalées régulièrement, causaient une mort lente et douloureuse, masquée par les apparences d'une consomption romantique.
Ces méthodes d'administration révélaient une imagination diabolique raffinée. Elle glissait ses poisons dans les poudres de riz que ses rivales utilisaient pour se farder, imprégnait leurs gants parfumés de substances corrosives qui attaquaient la peau, mélangeait des toxines à l'encre de leurs correspondances amoureuses. Chaque objet du quotidien pouvait devenir une arme mortelle entre ses mains expertes. L'influence de Madame de Montespan sur le roi dépassait le simple domaine amoureux. Elle orientait la politique royale en fonction de ses intérêts personnels, faisant nommer aux postes clés des hommes qu'elle tenait par le chantage ou la complicité. Le ministre Louvois lui-même fermait les yeux sur ses activités criminelles en échange de son soutien dans les intrigues de cour. Mais la marquise ne se contentait pas d'éliminer ses rivales amoureuses. Elle s'attaquait également aux épouses de ses amants occasionnels, aux filles de ses ennemis politiques, à toute femme qui osait lui faire de l'ombre à Versailles. Sa liste de victimes s'allongeait au rythme de ses caprices et de ses colères, transformant la cour du roi Soleil en un cimetière déguisé en palais. Le plus terrifiant dans les crimes de Madame de Montespan résidait dans leur caractère systématique et organisé. Elle tenait des registres secrets où elle consignait les noms de ses victimes, les poisons utilisés, les dates d'administration et les effets obtenus. Ces archives du mal, dissimulées dans un coffre-fort scellé dans les murs de ses appartements privés, constituaient un manuel de l'empoisonnement aristocratique. Sa cruauté ne connaissait aucune limite. Elle avait fait empoisonner la nourrice de Louise de la Vallière pour que le lait contaminé affaiblisse les enfants de sa rivale. Elle avait commandé l'assassinat d'un confesseur trop curieux qui menaçait de révéler ses crimes sous le sceau de la confession. Elle avait même tenté de faire éliminer la reine Marie-Thérèse, mais avait renoncé devant les risques politiques d'un tel geste. L'ironie tragique de cette histoire résidait dans le fait que Madame de Montespan, en multipliant les crimes pour conserver l'amour du roi, finit par le lasser et le dégoûter. Louis XIV, sans connaître l'étendue de ses forfaits, sentait instinctivement qu'une aura maléfique entourait sa maîtresse officielle. Il commença à espacer ses visites, à chercher des distractions ailleurs, préparant inconsciemment la chute de celle qui avait tué pour lui plaire. Cette chute allait être précipitée par l'arrivée à la cour d'une nouvelle favorite, Madame de Maintenon, gouvernante des enfants illégitimes de Montespan et du roi. Ironiquement, celle qui allait détrôner l'empoisonneuse était une femme vertueuse et pieuse, l'antithèse parfaite de la marquise maudite. Face à cette concurrence inattendue, Madame de Montespan allait franchir une ligne rouge qui précipiterait sa perte et déclencherait l'enquête la plus retentissante du règne de Louis XIV. L'arrestation de Marie Bosse, le 4 janvier 1679, marqua le début de l'effondrement de l'empire criminel qui gangrenait la haute société française. Cette femme, surprise en flagrant délit de vente de poudre de succession à un indicateur de police, ne mesurait pas qu'elle venait de déclencher une enquête qui allait ébranler les fondements mêmes de la monarchie absolutiste. Gabriel Nicolas de la Reynie, lieutenant général de police de Paris, avait d'abord cru traiter une affaire banale d'empoisonnement conjugal. Cet homme intègre et méticuleux, qui avait déjà nettoyé les rues de Paris de leurs coupe-jarrets et de leurs tire-laine, ne soupçonnait pas qu'il s'apprêtait à plonger dans un abîme de corruption où les plus grands noms de France trempaient leurs mains dans le sang innocent. Sous la torture, Marie Bosse révéla l'existence d'un réseau tentaculaire dirigé par Catherine Deschailles, la voisine, dont la clientèle comptait des duchesses, des marquises et même des princesses du sang. Chaque nom arraché par les brodequins ou l'estrapade ouvrait une nouvelle perspective sur l'étendue terrifiante de cette conspiration empoisonneuse qui avait transformé Versailles en une cour des miracles moraux. La Reynie comprit rapidement qu'une enquête ordinaire ne suffirait pas à démanteler cette hydre criminelle. Il fallait des moyens exceptionnels, une justice d'exception capable de frapper fort et vite avant que les coupables n'aient le temps de faire disparaître les preuves ou d'éliminer les témoins gênants. Il proposa donc au roi de créer un tribunal spécial, la Chambre ardente. Louis XIV
d'abord réticent à l'idée de mélanger la justice royale à des affaires d'empoisonnement qui pourraient éclabousser la couronne, finit par accepter devant l'insistance de son ministre Colbert et les révélations de plus en plus compromettantes qui remontaient jusqu'aux marches du trône. Il signa l'édit de création de cette juridiction exceptionnelle le 7 avril 1679. La Chambre ardente s'installa dans l'Arsenal de Paris, un lieu sinistre et imposant qui convenait parfaitement à la gravité des crimes qu'elle allait juger. Présidée par Louis Boucherat, elle comptait parmi ses membres les magistrats les plus incorruptibles du royaume, choisis pour leur intégrité et leur détermination à faire triompher la justice, quel que soit le rang et la fortune des accusés. Les premiers interrogatoires révélèrent l'existence d'un véritable catalogue de services criminels proposé par Lavoisin et ses complices. Outre les poisons traditionnels, elle commercialisait des poudres d'amour contenant des substances hallucinogènes, des parfums de séduction aux vapeurs toxiques, des sachets de chances remplis d'ossements humains et de chair de pendu. Mais les révélations les plus terrifiantes concernaient les messes noires célébrées dans les caves de Paris et de ses environs. Des témoins décrivaient avec une précision glaçante des cérémonies où des nouveau-nés étaient égorgés sur des autels improvisés, leur sang recueilli pour confectionner des hosties maudites destinées à des clientes aristocrates en quête de pouvoir surnaturel. Le prêtre Étienne Guibourg, arrêté en même temps que Lavoisin, avoua avoir célébré plus de 3000 messes noires au cours de sa carrière criminelle. Ces descriptions détaillées de ces rituels sataniques consignés dans les procès-verbaux d'interrogatoire révélaient l'étendue de la corruption qui avait gangréné jusqu'au rang du clergé français. Au fur et à mesure des aveux et des dénonciations, la liste des personnalités impliquées s'allongeait de manière vertigineuse. La comtesse de Soissons, nièce de Mazarin, était accusée d'avoir commandé l'assassinat de plusieurs de ses rivales. La duchesse de Bouillon avait fait tester ses poisons sur ses propres domestiques. La marquise d'Alluy entretenait un laboratoire secret dans son château de la Loire. Les méthodes employées par ces empoisonneuses révélaient une science du crime d'une sophistication terrifiante. Elles avaient développé des poisons à retardement qui ne faisaient effet qu'après plusieurs mois. Des substances indétectables qui mimaient parfaitement les symptômes de maladies naturelles, des mélanges personnalisés adaptés à l'âge, au sexe et à la constitution de chaque victime. La Chambre ardente découvrit également l'existence de contrats d'empoisonnement, rédigés dans un langage codé où les victimes étaient désignées par des surnoms, les poisons par des noms de fleurs et les dates d'exécution par des références astrologiques. Ces documents, dissimulés dans des cachettes sophistiquées, constituaient les archives d'une entreprise criminelle d'une ampleur inégalée dans l'histoire de France. Parallèlement aux empoisonnements, l'enquête révéla l'existence d'un trafic d'enfants destiné au sacrifice rituel. Des sages-femmes complices vendaient des nouveau-nés à Lavoisin qui les utilisait dans ses messes noires ou les revendait à des sorcières de province. Ce commerce de l'innocence transformait Paris en un Moloch moderne, dévorant ses propres enfants sur l'autel de l'ambition aristocratique. Les aveux de Lavoisin, obtenus sous la torture, révélèrent l'implication de personnages si proches du pouvoir royal que la Reynie hésita longtemps avant de transmettre certains témoignages au roi. Quand il apprit que sa propre maîtresse, Madame de Montespan, était directement impliqué dans ces crimes abominables, Louis XIV ordonna que l'enquête soit menée dans le plus grand secret. Cette décision royale allait transformer la Chambre ardente en un instrument de raison d'État plutôt qu'en un tribunal impartial. Désormais, la vérité devrait composer avec les intérêts politiques de la monarchie, et certains crimes resteraient à jamais enfouis dans les archives secrètes de Versailles pour préserver l'honneur d'une couronne souillée par le sang des innocents. Dans les geôles humides de Vincennes, éclairées par la seule lueur vacillante des torches murales, Catherine Descheilles-Lavoisin attendait son destin en comptant sur ses doigts noueux le nombre de ses victimes. Cette femme de 50 ans, au visage buriné par les vapeurs toxiques de ses laboratoires maudits, savait que sa mort était inscrite dans les étoiles qu'elle prétendait lire,
mais elle comptait emporter avec elle les secrets qui feraient trembler la couronne de France. Face à ces interrogateurs, la Voisin révéla progressivement l'ampleur terrifiante de son empire criminel. Pendant plus de 20 ans, elle avait dirigé un réseau de plusieurs centaines de complices répartis dans tout le royaume. Empoisonneurs, sorcières, alchimistes, prêtres défroqués, sages-femmes corrompues, apothicaires véreux. Chacun occupait sa place dans cette symphonie de morts qui avait fait de la France le théâtre du plus grand crime organisé de son époque. Ses révélations les plus glaçantes concernaient les messes noires qu'elle organisait pour sa clientèle aristocratique. Dans la chapelle désaffectée de son domaine de Villeneuve-sur-Gravois, elle avait fait aménager un autel de marbre noir où les corps nus de ses clientes servaient de support aux rituels sataniques. Le prêtre Guibourg y égorgeait des nouveau-nés en psalmodiant des incantations blasphématoires, leur sang servant à consacrer des hosties destinées à être dissoutes dans les poisons. La Voisin décrivit avec une précision chirurgicale la fabrication de ces poisons les plus redoutables. La poudre de succession, son best-seller, contenait de l'arsenic blanc mélangé à de la poudre de diamant qui lacérait les organes internes en mimant une hémorragie naturelle. Le parfum d'amour associait du mercure à des extraits de belladone qui provoquaient hallucinations et convulsions chez les victimes. La eau de jalousie combinait l'antimoine avec des acides végétaux qui attaquaient le système nerveux en déclenchant des symptômes ressemblant à la rage. Mais ses aveux les plus terrifiants concernaient Madame de Montespan et ses exigences criminelles croissantes. La marquise ne se contentait plus de commander des poisons ordinaires pour éliminer ses rivales. Elle réclamait des substances de plus en plus sophistiquées, des drogues qui rendaient folles amoureuses, des acides qui défiguraient sans tuer, des vapeurs qui provoquaient des fausses couches chez les femmes enceintes du roi. Pour satisfaire les demandes de sa cliente la plus illustre, la Voisine avait développé des méthodes d'empoisonnement d'une perversité inouïe. Elle imprégnait les vêtements de substances toxiques qui pénétraient par les pores de la peau, dissolvait des poisons dans l'encre des lettres d'amour, mélançait des drogues hallucinogènes aux parfums que les victimes appliquaient sur leur corps. Chaque objet du quotidien aristocratique pouvait devenir un instrument de mort entre ses mains expertes. Les archives secrètes de la Voisin, découvertes dans une cache murée de sa demeure, révélaient l'existence d'un véritable catalogue commercial du crime. Elle proposait des forfaits famille pour éliminer plusieurs héritiers d'un coup, des packs succession avec poison échelonné dans le temps, des offres spéciales pour les empoisonnements de masse lors de banquets ou de bals. Cette industrialisation du meurtre transformait l'assassinat en service à la clientèle. Parmi ces innovations les plus diaboliques figuraient les poisons testamentaires, qui ne tuaient qu'après lecture d'un document spécifique, permettant aux héritiers d'éliminer leurs victimes au moment exact de leur choix. Elle avait également mis au point des substances de chantage, qui provoquaient des symptômes embarrassants mais non mortels, idéales pour faire pression sur des personnalités influentes. La confession de la Voisine révéla l'existence d'un marché noir international de la mort où les empoisonneuses françaises échangeaient leurs formules contre des recettes italiennes à base d'aqua tofana ou des mixtures espagnoles au plomb et au mercure. Cette coopération criminelle transeuropéenne avait permis de perfectionner l'art d'empoisonner jusqu'à en faire une science exacte où chaque dose était calculée au milligramme près. Les témoignages de la Voisin décrivaient également les rituels de préparation de ses clientes aristocrates avant les messes noires. Madame de Montespan arrivait dans sa demeure vêtue d'une robe de soie noire, se dépouillait entièrement de ses vêtements et de ses bijoux, puis s'allongeait nue sur l'autel de pierre froide. Ses cheveux blonds étaient dénoués et répandus autour de sa tête comme une auréole dorée souillée par le blasphème. Pendant ces cérémonies sataniques, la Voisin récitait des formules d'invocation en latin corrompu, mêlant les prières chrétiennes détournées aux incantations païennes les plus anciennes.
Elle brûlait des encens maudits composés de chair humaine séchée et d'herbes vénéneuses, créant une atmosphère étouffante où les vapeurs toxiques provoquaient des hallucinations collectives chez les participants. Les aveux les plus accablants concernaient les tentatives d'empoisonnement du roi lui-même. Madame de Montespan, devant la concurrence grandissante de Madame de Maintenon, avait commandé à la Voisin une substance capable de rendre Louis XIV définitivement amoureux d'elle, ou à défaut de le tuer pour qu'il n'appartienne à aucune autre femme. Cette poudre d'amour éternel contenait des doses d'arsenic suffisantes pour provoquer la mort dans d'atroces souffrances. La méthode d'administration choisie révélait une perversité raffinée. Le poison devait être mélangé au chocolat que le roi buvait chaque matin, servi dans une tasse en or que Madame de Montespan lui offrirait comme gage d'amour. Heureusement, les soupçons grandissants du monarque envers sa maîtresse l'avaient poussé à refuser ce présent empoisonné, sauvant involontairement sa propre vie. Les dernières révélations de la Voisin concernaient l'existence de contrats de mort posthume, où des nobles payaient pour que leurs ennemis soient empoisonnés après leur propre décès. Ces vengeances d'outre-tombe, exécutées par des complices fidèles, transformaient les cimetières de France en arsenaux de haines inassouvies, où les morts continuaient à tuer depuis leur tombeau. Face à l'énormité de ces aveux, les juges de la Chambre ardente comprirent qu'ils ne jugeaient pas seulement une empoisonneuse, mais la grande prêtresse d'une religion du mal qui avait corrompu l'âme même de la France aristocratique. La Voisin, consciente de l'impact de ces révélations, exigea de rencontrer le roi en personne pour lui révéler des secrets qui, selon elle, changeraient à jamais sa vision de la cour de Versailles. Louis XIV refusa cette entrevue, mais ses nuits furent désormais hantées par les ombres de tous ceux qui auraient pu mourir empoisonnés dans son propre château. L'aube du 22 février 1681 se levait dans une brume glaciale sur la place de Grève, théâtre choisi pour l'exécution de Catherine d'Échaillès la Voisin. La foule parisienne, massée depuis les premières heures de la nuit, attendait avec une impatience morbide de voir brûler celle qui avait empoisonné la France entière. Mais cette femme, qui avait semé la mort pendant plus de 20 ans, gardait encore dans sa gorge des secrets capables d'ébranler le trône de Louis XIV. Amenée sur l'échafaud dans une charrette tirée par des chevaux noirs, la Voisin portait une robe de toile grossière qui contrastait cruellement avec les soies et les dentelles qu'elle affectionnait du temps de sa splendeur criminelle. Ses mains, autrefois expertes dans l'art de mélanger les poisons, tremblaient maintenant sous le poids des chaînes qui entravaient ses mouvements. Pourtant, son regard conservait cette lueur de défi qui avait terrorisé ses victimes. Avant de gravir les marches qui la menaient au bûcher, elle demanda à s'entretenir une dernière fois avec Gabriel, Nicolas de Larénie. Le lieutenant général de police, espérant obtenir d'ultimes révélations sur les complicités aristocratiques, accepta cette ultime confession. Ce qu'il entendit dans cette conversation secrète le marqua à vie et explique pourquoi certains dossiers de l'affaire des poisons restent encore aujourd'hui scellés dans les archives royales. La Voisin révéla à Larénie l'existence d'un complot bien plus vaste que tout ce qui avait été découvert jusque-là. Selon elle, Madame de Montespan n'était que l'exécutante d'un plan ourdi par une société secrète regroupant les plus hautes personnalités du royaume. Cette confrérie, qu'elle appelait l'Ordre de la Rose Noire, pratiquait le satanisme depuis des générations et utilisait les empoisonnements pour éliminer tous ceux qui menaçaient leur influence occulte sur la politique française. Parmi les membres de cette organisation maudite figuraient, selon les dires de la Voisin, des ministres, des évêques, des généraux et même des princes du sang qui se réunissaient lors de sabbats nocturnes dans les ruines de l'abbaye de Longchamp. Ces assemblées combinaient orgies sexuelles, sacrifices humains et planification d'assassinats politiques, transformant la haute société française en une secte démoniaque déguisée en civilisation raffinée. Les dernières paroles de la Voisin furent pour maudire tous ceux qui l'avaient abandonné à son sort. Elle prophétisa que sa mort ne mettrait pas fin aux empoisonnements, mais les multiplierait car d'autres avaient appris ses formules et reprendraient son commerce maudit.
Elle annonça également que la malédiction des innocents qu'elle avait tués retomberait sur la lignée royale et que le sang des Bourbons coulerait pour expier ces crimes restés impunis. Attachée au poteau central du bûcher, entourée de fagots soigneusement disposés, la voisine refusa les secours de la religion et repoussa le crucifix que lui tendait le confesseur. Elle préféra mourir dans l'impénitence plutôt que de renier le diable qu'elle avait servi toute sa vie. Quand les flammes commencèrent à lécher ses pieds, elle poussa un cri si terrifiant que les spectateurs les plus proches reculèrent d'instinct. Pendant que son corps se consumait dans les flammes purificatrices, d'étranges phénomènes furent rapportés par les témoins présents. Le feu prit une couleur verdâtre inhabituelle, dégageant des vapeurs toxiques qui firent suffoquer plusieurs personnes dans l'assistance. Des témoins jurèrent avoir vu dans la fumée des silhouettes diaboliques qui dansaient autour du bûcher, comme si Satan lui-même était venu chercher l'âme de sa servante fidèle. Mais la mort de la voisine ne marquait pas la fin de l'affaire des poisons. Ses complices, encore en vie dans les geôles de la Bastille et de Vincennes, continuaient leurs révélations accablantes. Marie Bosse dénonça l'implication de nouvelles personnalités, notamment la duchesse de Fontanges, dernière maîtresse en date du roi, qui aurait tenté d'empoisonner Madame de Maintenon pour éliminer cette concurrente inattendue. Françoise Filastre révéla l'existence de caches d'armes empoisonnées dissimulées dans plusieurs châteaux de l'aristocratie française. Ces arsenaux secrets contenaient des épées enduites de toxines, des pistolets tirant des balles enrobées de poison, des poignards à lame creuse, remplis de substances mortelles. La noblesse française s'était transformée en une armée d'assassins prête à frapper à tout moment. Le prêtre Guibourg, torturé dans les caves de la Bastille, avoua avoir célébré des messes noires dans la chapelle même du château de Versailles, pendant les absences du roi parti à la guerre. Ces profanations du lieu le plus sacré de la monarchie française révélaient l'étendue de la corruption qui avait gangrené jusqu'au cœur du pouvoir royal. Les aveux d'Adam Queuret, complice de la voisine spécialisée dans les empoisonnements collectifs, décrivirent des projets d'une ampleur terrifiante. Il avait été chargé de contaminer les réserves d'eau du château de Versailles pour éliminer d'un coup toute la famille royale et les principaux ministres. Seule sa capture in extremis avait évité un génocide aristocratique qui aurait plongé la France dans le chaos. Ces révélations successives plongèrent Louis XIV dans une paranoïa croissante. Le roi, qui avait survécu à tant de complots politiques et militaires, découvrait que le danger le plus mortel venait de son propre entourage, de ces femmes qu'il avait aimées et de ces courtisans qu'il avait comblés de faveurs. Versailles se transformait à ses yeux en un piège mortel où chaque sourire cachait un poison, chaque caresse dissimulait un poignard. Pour conjurer cette menace invisible, Louis XIV ordonna la création d'un service secret chargé de goûter tous ses aliments, de vérifier tous ses vêtements, d'analyser tous les présents qu'on lui offrait. Cette garde rapprochée de goûteurs professionnels transforma la vie quotidienne du monarque en un rituel obsessionnel où chaque geste était codifié, chaque objet suspect, chaque personne potentiellement mortelle. Mais la plus cruelle ironie de cette histoire résidait dans le fait que Louis XIV, en cherchant à se protéger des empoisonneurs, s'empoisonna lui-même avec la peur et la méfiance. Le roi Soleil, qui avait régné par l'éclat de sa gloire et la magnificence de sa cour, finit ses jours entouré d'espions et de gardes-chiourmes, prisonnier de son propre château, transformé en forteresse de la suspicion. L'affaire des poisons n'avait pas seulement tué des innocents, elle avait assassiné la confiance et empoisonné à jamais l'âme de la monarchie française. Quand tomba le verdict final de la Chambre ardente, en juillet 1682, 36 accusés avaient été condamnés à mort, 5 aux galères à vie et 23 au bannissement perpétuel. Mais ces chiffres officiels ne reflétaient qu'une infime partie de la réalité criminelle qui avait gangréné la noblesse française. Louis XIV, pour préserver l'honneur de sa couronne et éviter un scandale international, avait ordonné que les dossiers les plus compromettants soient scellés à jamais dans les archives secrètes de Versailles.
Madame de Montespan échappa miraculeusement au châtiment suprême grâce à l'intervention personnelle du roi qui ne pouvait se résoudre à faire exécuter la mère de ses enfants légitimés. Mais sa disgrâce fut totale et définitive. Reléguée dans ses appartements du château, elle vécut ces dernières années dans une semi-captivité dorée, hantée par les fantômes de ses victimes et rongée par les remords qui la menèrent progressivement à la folie. Les témoins de l'époque rapportent que l'ancienne favorite passait ses nuits à converser avec des interlocuteurs invisibles, récitant des formules d'exorcisme pour chasser les esprits vengeurs qui la persécutaient. Elle avait fait murer toutes les fenêtres de ses appartements et ne sortait plus qu'entièrement voilée, comme si elle cherchait à se rendre invisible aux yeux de la justice divine qu'elle redoutait plus que celle des hommes. La mort de Madame de Montespan, survenue en 1707 dans des circonstances mystérieuses, alimenta toutes les rumeurs les plus folles. Retrouvée dans son lit, le visage déformé par une expression de terreur indicible, elle semblait avoir été visitée par une apparition si épouvantable qu'elle en était morte de frayeur. Les domestiques jurèrent avoir entendu pendant sa dernière nuit des bruits de chaînes et des gémissements qui ne pouvaient provenir d'aucun être vivant. Parallèlement à ces règlements de comptes surnaturels, l'enquête révéla que le réseau d'empoisonneuses de Lavoisin avait essaimé dans toute l'Europe. Des disciples de la sorcière parisienne s'étaient installés à Londres, à Madrid, à Rome, exportant leurs méthodes criminelles et leurs rituels sataniques dans toutes les cours européennes. L'affaire des poisons françaises avait donné naissance à une pandémie criminelle continentale. En Angleterre, une certaine Mary Aubray, formée dans les caves de Lavoisine, empoisonna méthodiquement une dizaine de lords pour le compte de leurs épouses adultères. En Espagne, Isabella de Cordoue reproduisit les messes noires de Paris dans les souterrains de l'Escurial, compromettant plusieurs grands d'Espagne dans des sacrifices rituels. En Italie, les descendants des Borgia retrouvèrent dans ces techniques françaises l'inspiration pour renouveler leur tradition familiale d'empoisonnement. Cette exportation du crime français transforma l'affaire des poisons en un phénomène européen qui contribua à ternir durablement l'image de la France à l'étranger. Les diplomates étrangers en poste à Versailles furent rappelés par leur gouvernement, les mariages princiers avec des nobles français furent annulés, les échanges commerciaux avec le royaume diminuèrent drastiquement. La France payait le prix international de ses crimes domestiques. Mais l'impact le plus durable de cette affaire concernait la transformation profonde de la société de cour française. La méfiance s'installa définitivement dans les relations entre courtisans, chacun soupçonnant son voisin de porter un poison dans sa poche ou une dague empoisonnée sous sa perruque. Les repas de cour devinrent des exercices de haute voltige diplomatique où chaque invité surveillait son assiette et celle de ses voisins. L'étiquette de Versailles se compliqua de nouveaux rituels de sécurité qui transformèrent la vie de cour en un ballet obsessionnel. Les présents offerts au roi devaient être analysés par des experts. Les lettres parfumées étaient bannies. Les gants de toilette interdits, les poudres de riz remplacées par des cosmétiques neutres. Chaque innovation vestimentaire ou culinaire était accueillie avec suspicion et soumise à des examens minutieux. Cette paranoïa collective eut des conséquences inattendues sur l'évolution des mœurs aristocratiques. Les nobles, terrifiés à l'idée d'être empoisonnés, développèrent une hygiène corporelle plus rigoureuse, abandonnèrent certaines pratiques alimentaires dangereuses, modifièrent leurs habitudes de vie pour réduire les risques d'intoxication. Paradoxalement, l'affaire des poisons contribua à améliorer la santé publique de l'aristocratie française. Les traces architecturales de cette période troublée se retrouvent encore aujourd'hui dans les châteaux de l'époque. De nombreuses demeures nobles furent équipées de passages secrets permettant d'échapper aux empoisonneurs, de cuisines blindées pour protéger la préparation des repas, de chambres fortes pour conserver les antidotes. Ces aménagements défensifs transformèrent l'habitat aristocratique en forteresse domestique. L'influence de l'affaire des poisons dépassa même le cadre de l'aristocratie pour contaminer les classes bourgeoises qui imitaient les modes de la cour.
Les apothicaires virent leur commerce placé sous surveillance policière, les médecins durent justifier leurs prescriptions, les cuisiniers furent soumis à des enquêtes de moralité. Toute la société française développa une méfiance maladive envers les substances chimiques et les préparations médicinales. Cette suspicion généralisée eut également des répercussions sur le développement des sciences en France. La chimie, associée dans l'esprit public aux pratiques criminelles de la voisin, fut longtemps considérée comme une discipline suspecte. Les laboratoires d'alchimie furent fermés, les traités de toxicologie interdits, les recherches sur les substances vénéneuses suspendues. Le progrès scientifique français accusa un retard considérable dans ce domaine. Plus d'un siècle après les faits, les échos de l'affaire des poisons résonnaient encore dans la littérature et les arts français. Voltaire y puisa l'inspiration de plusieurs de ses contes philosophiques, Diderot l'évoqua dans ses réflexions sur la nature humaine. Les peintres de l'époque multiplièrent les toiles représentant des scènes d'empoisonnement. Cette fascination morbide révélait la cicatrice indélébile laissée par ces crimes dans la conscience collective française. Aujourd'hui encore, quand les brumes automnales enveloppent les jardins de Versailles et que les derniers touristes ont déserté les galeries dorées, les guides les plus anciens prétendent entendre dans les couloirs déserts les échos de cette époque maudite. Les fantômes de la voisin et de ses complices entraient toujours le château, rappelant aux visiteurs nocturnes que derrière la magnificence apparente du grand siècle se cachaient les crimes les plus abominables de l'histoire de France. Car certaines taches de sang ne s'effacent jamais, même sous les dorures les plus éclatantes, et l'affaire des poisons continue de projeter son ombre maléfique sur la mémoire de la monarchie française. 3 siècles après les dernières exécutions ordonnées par la Chambre ardente, l'affaire des poisons continue de fasciner et d'horrifier par son mélange unique de raffinement aristocratique et de barbarie primitive. Cette tragédie française révéla au grand jour les abîmes de corruption morale que peut atteindre une société lorsque le pouvoir absolu engendre l'impunité absolue et que la civilisation de façade cache les instincts les plus primitifs de l'humanité. L'héritage le plus durable de cette période maudite réside dans la transformation profonde qu'elle opéra dans la conception même du pouvoir royal en France. Louis XIV, le roi Soleil qui se voulait l'incarnation divine sur terre, découvrit que son propre rayonnement avait créé des zones d'ombre si profondes qu'elles abritaient les crimes les plus abjects. Cette révélation ébranla les fondements mystiques de la monarchie absolue et prépara, sans qu'il s'en doute, les ferments de sa destruction future. Car au-delà des empoisonnements et des messes noires, l'affaire révéla surtout l'existence d'une aristocratie profondément corrompue, coupée du peuple qu'elle était censée gouverner, et transformée en une caste parasitaire dont les seules préoccupations étaient la satisfaction de ses vices et l'assouvissement de ses vengeances personnelles. Cette noblesse dégénérée portait déjà en elle les germes de la Révolution qui l'emporterait un siècle plus tard. L'ironie tragique de cette histoire réside dans le fait que Louis XIV, en créant Versailles et sa cour fastueuse pour domestiquer sa noblesse turbulente, avait en réalité créé un terreau fertile pour tous les crimes que l'oisiveté et l'ennui peuvent inspirer. En transformant ces nobles en courtisans, il avait fait d'eux des prédateurs raffinés dont l'énergie destructrice, privée d'exutoires militaires ou politiques légitimes, se tournait vers leurs semblables. Aujourd'hui, quand nous contemplons les splendeurs de Versailles et que nous admirons les portraits souriants de cette époque révolue, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander combien de ces visages aimables cachaient des âmes d'empoisonneurs, combien de ces mains délicates avaient versé la mort dans les coupes de cristal, combien de ces sourires charmants avaient accompagné les derniers instants de victimes innocentes. L'affaire des poisons nous rappelle cruellement que l'histoire officielle n'est souvent qu'un vernis doré posé sur des réalités bien plus sombres, et que la vérité historique gît parfois dans les archives secrètes que les pouvoirs préfèrent garder scellées pour l'éternité.